La démocratie est-elle possible sans souveraineté? La souveraineté n'est pas un vain mot. Et c'est d'abord pas un vain mot parce qu'elle concerne au plus haut point un peuple sur une terre, un groupe humain sur une terre, qui, délimitant son domaine, construit une frontière et donc acquiert un territoire. Alors, à un moment, un groupe s'identifie comme sur un territoire, comme formant une individualité sociologique et politique qui est possible d'autonomiser, qui se considère comme particulière. Il y a d'autres groupes, certes, oui, mais nous en formons un. Ce groupe décide de se doter d'une loi. Et c'est là l'acte fondateur de la nation souveraine. Cette nation souveraine implique donc que la souveraineté n'existe pas sans démos, c'est-à-dire sans peuple. Les choses inertes ne sont pas souveraines. Elles sont éventuellement l'objet de la souveraineté des groupes, mais elles ne sont pas souveraines. Ce qui permet d'aborder deux notions fondamentales dans la souveraineté, et qui sont fort oubliées aujourd'hui par les dépositaires de la souveraineté. Je reviendrai sur cette idée. Ces deux idées fondamentales sont l'unanimité et le consensus. L'unanimité est le socle de la souveraineté. L'idée est relativement simple. Nous pouvons nous écharper sur tout, n'être en accord sur rien. Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est le fait que nous appartenons à un même groupe, que nous appartenons à une nation souveraine. Cette unanimité d'appartenance ne fait l'objet d'aucun débat. C'est à partir de là que peuvent se construire des consensus qui irriguent toute la société et donc, en fait, toute la nation souveraine. Les consensus sont légion et ils sont sujets aux effets du temps, ils peuvent être courts comme extrêmement longs. Exemple de consensus, la République. La République en France fait l'objet d'un consensus, il n'est désormais contesté, comme forme de l'État, que par des groupes extrêmement marginaux. C'est le cas également de la sécurité sociale, par exemple, qui fait l'objet de consensus très temporaires pour son financement, mais dont l'existence fait consensus. Mais surtout, notre nation, la France, est parvenue à un degré de consensus qui sublime l'idée de souveraineté. Ce consensus, c'est que la titularité de la souveraineté appartient au peuple. Le titulaire de la souveraineté, c'est le peuple. Et c'est d'ailleurs affirmé sans embâche par l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Si on veut faire une métaphore du droit des biens, la souveraineté est l'indivision des citoyens. Et cette idée est fondamentale, parce que cela signifie que si l'acte fondateur de la nation souveraine est le fait de se doter d'une loi, alors le régime démocratique, de demos kratein, le pouvoir du peuple, le régime démocratique est celui par lequel le peuple se dote de sa propre loi. Le principe fondamental d'un régime démocratique, c'est l'acceptation de la défaite. Là encore, c'est simple. L'acceptation de la défaite implique que un groupe n'a pu atteindre le consensus au sein de la nation. Mais il sait qu'il pourra remettre en jeu ce consensus plus tard. Et donc, il ne va pas prendre les armes pour imposer ce consensus. Or, dans une démocratie, les gouvernants ne sont pas titulaires de la souveraineté, je l'ai dit. Ce sont les dépositaires de la souveraineté, et donc nécessairement, ils ne l'exercent que de manière temporaire. Ces gouvernants ont une tendance naturelle, notamment lorsque leur victoire est durable, d'oublier le principe d'acceptation de la défaite. Dans ces conditions, ils ont tendance également à oublier que le titulaire de la souveraineté, c'est le peuple. Dans ces conditions également, il est donc nécessaire pour le peuple de rappeler aux dépositaires de la souveraineté que leur défaite est toujours en jeu et que la victoire durable est une anomalie.